Voilà, là on va accueillir justement une personnalité, une entité, un géant, une personne qui est égyptologue de formation, politologue et philosophe, professeur en philosophie, auteur de 40 livres écrits, d'accord, donc lauréat de la Sorbonne, qui a reçu le prix international, un prix international dont très peu peuvent se réclamer, qui est chevalier de la Pléiade, 5 personnes dans le monde l'ont uniquement, qui est l'auteur d'un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire égyptien Fang, qui sortira normalement en novembre de ce mois. Celui qui est considéré par les spécialistes comme le plus grand philosophe africain des temps modernes. Et tout le monde sait que je ne suis pas gratuit lorsque je lance des compliments, mais c'est une réalité, on part simplement de faits. C'est le philosophe Grégoire Biogo, élève direct de Jacques Derrida, considéré par Derrida comme son meilleur élève d'ailleurs, et élève aussi direct d'une grande personnalité africaine, Cheikh Anta Diop. Et si Fabien peut le mettre en ligne, ça serait un honneur pour nous d'accueillir donc Grégoire Biogo, le philosophe Grégoire Biogo. Fabien, s'il te plaît. Allô, allô. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Vous êtes à l'antenne devant plus de, à mon avis, de 15 000 personnes au moins, si on est à la même cour que la semaine dernière. Comment allez-vous, professeur? Je vais très bien. Avant de commencer, je voulais un tout petit préalable. J'ai accepté de venir ici ce soir, non seulement pour la qualité de la personne qui présente l'émission, sur laquelle je reviendrai plus tard, mais surtout pour préciser que le fait de faire progresser scientifiquement la connaissance sur l'Afrique est un impératif. Donc ce qui est visé, c'est de clarifier les désaccords, de clarifier les questions pour que le combat soit lui-même éclairé. Nous rentrons dans ce qu'on appelle Eros, en égyptien c'est l'aube. Et l'aube, c'est la métaphore de la renaissance. Mais il n'y a pas de renaissance lorsqu'en même temps il y a de l'obscurité. C'est pourquoi il est fondamental que ceux qui veillent, ceux qui guettent la lumière divine, on appelle en égyptien oursh, le verbe veiller, guetter la vérité, que ceux-là séparent le faux du vrai. Et c'est d'ailleurs le sens profond des Medounéter. Les hiéroglyphes, ce sont des haches, des bâtons qui séparent le vrai du faux et rendent compte de ce que Dieu a constitué en tant que tel. Je suis donc venu pour témoigner, je vais parler comme un prophète de la vérité, et non pas pour témoigner contre les hommes. La question n'est pas au niveau des hommes, mais des connaissances, parce que nous avons besoin de donner une direction rigoureuse au combat. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci, professeur. On va aller dans le vif des choses. Vous nous donnez tellement d'informations en si peu de temps que forcément ceux qui sont épris de raison vont recevoir ces informations et ça va leur permettre d'être quasiment en lévitation. Mais on vous a invité ce soir pour vous poser une question légitime qui existe depuis un certain nombre d'années dans la microsphère afrocentriste, une petite sphère qui a décidé d'attaquer les Noirs si ces derniers étaient musulmans, si ces derniers étaient chrétiens, si ces derniers étaient Rastafari, en disant qu'ils étaient aliénés. Ce sont ces mêmes qui disent que on ne peut pas être des religions, se revendiquer de ces religions révélées et parler de renaissance africaine. Moi-même, étant plus jeune, sauf que moi c'était à mon adolescence, là où pour certains c'est malheureusement un stade avancé de leur prétendue réflexion, j'ai été dans ce cadre où j'ai pu rejeter un certain nombre de choses avant de me confronter à ma propre réalité, à mes propres erreurs et de les reconnaître publiquement et de comprendre qu'on ne peut pas juger l'homme si on ne comprend pas déjà l'essence même de ce qu'il habite. Et donc par conséquent, critiquer les religions sans les maîtriser, sans les comprendre, ce serait une hérésie. Quel est votre regard sur ceux qui disent qu'il ne peut y avoir de renaissance africaine en étant, du moins, excusez-moi, un musulman, un chrétien ou un rastafari ou autre? Je voudrais y répondre de façon claire avec 3 types d'arguments. Le premier argument, c'est ce que l'on appelle les antiquités africaines. En réalité, les afrocentristes, puisque c'est d'eux qu'il est question, ont une conception incomplète du paradigme des antiquités africaines. Quand on parle d'antiquités africaines, il faut savoir que cela se découpe en 3 dimensions.
il y a 3 foyers au cœur des antiquités africaines. Il y a d'abord le foyer pré-dynastique, c'est-à-dire l'Afrique, depuis le commencement de la vie jusqu'à ce que les foyers égypto-nubiens, ça c'est le deuxième foyer. Alors ce foyer a été examiné par le professeur Cheranta Diop et qui est plus ou moins compris aujourd'hui comme un des foyers constitutifs de l'Afrique. Mais il y a un troisième foyer en dehors du foyer pré-dynastique et du foyer égypto-nubien, c'est le foyer arabique et phénicien nègre qui n'est pas très connu et mes travaux, en plus de consolider le paradigme égypto-nubien, consistent à montrer que le foyer arabique est un foyer qui était à l'origine constitué par des Africains, par des nègres, au sens mathématique et géométrique de ce terme. Donc, si l'on accepte, si l'on comprend cette tridimensionnalité des antiquités africaines, alors on peut commencer à éviter des erreurs fondamentales. Prenons donc les 3 livres dont on parle ici. On va même commencer par le livre connu sous le nom de la religion, on va dire solaire, la religion solaire. Cette religion solaire qui est due à Akhenaton, c'est une religion qui est au fondement de toutes les autres religions, notamment les 3 religions du livre. Je vais faire une démonstration très courte en établissant d'abord que ce sont des kémites qui sont les propagateurs et les créateurs de ces 3 religions du livre. Au sujet de Akhenaton, je passe puisque son essence kémite est constituée. Au sujet de Moïse, je vais dire 2 choses. Selon l'état actuel de l'égyptologie, le mot Moshe, le mot hébreu Moshe, ne correspond pas à l'appellation qu'on a donnée, parce que le mot Moshe n'a pas d'origine hébraïque. Donc dans les travaux des égyptologues, il est établi que ce mot, cette appellation, ce nom est absolument égyptien. Deuxième élément, tous les travaux montrent que Moïse a été effectivement à l'école d'Akhenaton. Il a été donc akhénatonien et l'on sait comment ça s'est passé lorsque Akhenaton décède. On sait que les Ammoniens mettent à sac Akhetaton, la ville sainte d'Akhenaton, et il y a une partie donc des prêtres, des savants akhénatoniens qui avaient mis en relief la révolution amarnienne, qui vont quitter Akhetaton et descendre par la mer Rouge, etc. Donc on sait que réellement une partie d'Égyptiens a quitté à cause des violences des Ammoniens, et c'est eux qui vont créer le deuxième monothéisme qu'on a appelé le judaïsme. Donc là aussi, une autre explication assez frappante. Moïse a eu 2 femmes dans sa vie. Une première qu'il a eue à Kémit même, en Égypte, et une deuxième qui prend chez le prêtre Jéthro. Et donc, il est significatif de savoir que toutes les 2 étaient des Kémites, des négresses. Donc, quand il s'en va, il porte déjà, je viens d'en faire la démonstration philologique, il porte cet héritage kémite complètement. Donc, le propagateur et le créateur de la religion monothéiste judaïque est kémite. Ensuite, il y a Jésus. Les travaux actuels d'égyptologie, quand je dis actuels, c'est-à-dire vraiment les recherches dans leur dernier état, montrent que la mère de Jésus, qui s'appelait Marie, on dit Marie, mais en fait c'est Maria en égyptien, qu'elle était égyptienne, elle était kémite, et ça explique pourquoi lorsqu'il y a
exil, lorsqu'il y a exil de la Sainte Famille, comme on dit, eh bien Joseph, Marie et Jésus vont à Kémit. Ils vont en Égypte et pas ailleurs. Et donc là aussi, c'est important de comprendre qu'il y a du sang kémite, d'autant plus que c'est la mère qui détermine l'origine, aussi bien chez les Juifs que chez les Kémites, dans toutes leurs composantes. Une autre information très importante, c'est qu'on a quelques indications sur la présence de Yeshua, précisément dans la région de Kémit. On a déjà des attestations là-dessus. Troisième point, donc le troisième propagateur ou prophète, Mohammed, là aussi on a des informations très précises au sujet de sa mère qui est Kémite. Donc dans tous les cas, il est important que nos lecteurs aient une conception historique de ce fait que les pères des religions du livre sont kémites. Une fois qu'il y a cette connaissance-là, il y a à relativiser une vérité qui veut que l'on dise que ce sont des livres qui appartiennent aux Africains. Ce n'est pas des livres extérieurs à l'Afrique. Donc, on peut, pour méthode, s'arrêter là pour établir que si les précurseurs des livres révélés ou des livres dits, justement, les religions du livre sont kémites, on peut entendre que les livres qu'ils ont dégagés le soient aussi. Allons maintenant au contenu. On peut faire la démonstration formelle que Dieu est unique. Ce sont les désignations qui sont régionalisées, contextualisées. Si l'on prend la tonne d'Akhenaton, on va prendre la Donaï de Moïse, de Moshe. On va prendre l'éternel. On va prendre l'éternel, mais en tant que luminosité parfaite. Donc nous restons au niveau du paradigme de la tonne. On prendra la même chose au niveau des trois critères essentiels de la déité, avec la dernière religion du livre. Les trois critères de la déité: la liberté, la justice et la vérité. Les trois qui se retrouvent dans le concept de Mahat. Et c'est une erreur historique souvent d'évacuer le terme de liberté quand on parle de Mahat. La Mahat, c'est le fait de cette tridimensionnalité, à la fois la liberté, la justice et la vérité, qui sont inscrites déjà dans le cosmos, parce qu'il y a une essence cosmologique de la Mahat. Ensuite, la cité doit incarner cette Mahat. Et il y a encore une équivalence, c'est que dans la Douat, dans le monde de l'au-delà, dans la Douat, eh bien, elle doit aussi être incarnée après le jugement d'Assar Osiris. Donc, en réalité, ce schéma que je viens d'indiquer, Dieu comme liberté, comme vérité, comme justice, se retrouve dans les trois livres. Il n'y a pas la moindre confusion là-dessus. Et les trois entités, quand on dit la justice, la pureté absolue, quand on dit la liberté, c'est l'impossibilité de concevoir l'outrage, de concevoir la possibilité de l'outrage. Et donc, quand on dit aussi non-représentativité, cela veut dire qu'on ne le représente pas. C'est l'idée de la tonne, c'est la luminosité. Et d'ailleurs, quand Akhenaton regarde ça, beaucoup se trompent en pensant qu'il adore le soleil. Non, c'est l'idée de luminosité, de la non-représentativité divine qui s'exprime à travers cette luminosité absolue et abyssale. Et donc, ça se retrouve parfaitement dans les trois livres. On peut aller très loin où je peux faire la démonstration
ça a été fait déjà un peu avant moi par d'autres égyptologues qui ont fait la démonstration que les textes de Kemet sont repris quasiment textuellement par les autres livres. Mais au-delà de ça, il y a une conception évolutive de la révélation. Il y a un seul Dieu et la connaissance de Dieu est révélée successivement pour accéder justement un tant soit peu à cette lumière. C'est pour cela que ceux qui ont reçu cette luminosité de la pensée, qu'ils l'ont transmise aux nations et à l'humanité, ceux-là ont le devoir de comprendre les significations de cela, mais aussi d'être transformés par le fait fondamental d'avoir reçu en premier l'héritage divin. Car nous aurions vécu sur terre comme des ignorants. Or, il n'y a pas d'horloge sans horloger. Mais nous avons compris qu'il y avait de l'horloger dans cette horloge et nous avons les clés. Et on ne peut pas par la suite dire que ces clés, que cette horloge, nous n'en connaissons pas le fonctionnement. C'est pourquoi ce sont des contre-vérités historiques extrêmement graves que de penser que ces livres soient extérieurs à l'Afrique. C'est donc, pour répondre très précisément à votre question, c'est par déficit d'information scientifique et par incompréhension. Je voudrais terminer avec une petite démonstration au sujet du personnage bien connu d'Abraham. Les Écritures disent qu'il s'appelait Abraham et qu'après avoir fait le face-à-face avec l'absolu, il s'est appelé Abraham. Mais quand on regarde son histoire, on voit que ce personnage va prendre femme et on décrit qu'il y a Rebecca avec qui il a Isaac. Ensuite, il prend pour femme Agar qui est Kémite, et avec qui ils ont Ismaël. Ismaël, c'est donc le Kémite. C'est aussi cela qu'on va appeler les Arabes. Il est important, là aussi, je pourrais y revenir plus tard, de comprendre que Arabes et Kémites, dans cette figure stricte, sont frères. Et c'est d'une vérité élémentaire pour ne pas comprendre que cela n'ait pas été soupçonné suffisamment. Voilà pour le début de la réponse que je voulais apporter en termes de précision. On vous en remercie profondément, professeur. Et en guise de complément, parce que là, même si malheureusement le temps passe déjà rapidement, mais on reste suspendu à vos lèvres, comme j'ai envie de dire les disciples de Socrate l'étaient sur les marches. Quand vous entendez les personnes qui sont en cette démarche justement de vouloir systématiquement opposer et limite diaboliser ou culpabiliser ou traiter d'aliénés d'autres personnes qui pratiquent, qui sont dans la tradition africaine, parce que quand on va au Sénégal ou quand on va au Mali, dans différents pays, il y a des initiés qui, quelles que soient les religions qu'ils pratiquent, que ce soit le christianisme ou l'islam, sont beaucoup plus initiés que certaines personnes qui se disent conscientes, mais qui ne maîtrisent même pas l'initiation africaine. Quelles sont les motivations réelles, à votre avis, de ceux qui veulent culpabiliser les Africains qui sont musulmans et chrétiens, ou Rastafari, et qui se revendiquent du panafricanisme, selon vous, professeur? Alors, je voudrais faire une précision fondamentale entre ce que j'ai appelé tout à l'heure la révélation fondamentale de l'absolu, de l'être suprême, et les usages qu'on a fait de ces religions. Sur la question, nous savons, on n'a pas à nous l'apprendre, qu'il y a eu des usages parfaitement malheureux au sujet à la fois du christianisme, au sujet de l'islam, deux religions d'ailleurs qui sont comptables de deux traites. Mais il faut faire la distinction entre l'esprit et les usages. Entre l'esprit qui a une haute idée pour tous les savants, pour tous les êtres humains, parce qu'il s'agit de la révélation de ce que cet être divin a, que
l'on retrouve en effet, comme vous dites, chez les initiés, que l'on retrouve partout. C'est quelque chose de fondamental. Maintenant, les usages sont une perversion de la révélation, et la perversion de la révélation, lorsqu'on dégage cette question, on peut la dégager avec les historiens et on voit comment ça a fonctionné. On peut la dégager avec l'institution judiciaire et pénaliser, mais cela n'a rien à voir, mais vraiment strictement rien à voir avec cela qu'on appelle la révélation. Maintenant, pour la question très précise que vous posez, c'est-à-dire l'incidence que cela peut avoir par rapport au panafricanisme, c'est très précisément une confusion, encore une fois, qui procède du déficit d'information scientifique et historique et qui peut profondément distraire le principe d'unicité qu'on retrouve, par exemple, entre le monde méditerranéen, l'Afrique méditerranéenne et l'Afrique subsaharienne. J'entends certains dire que Cheikh Anta Diop aurait, dans les fondements de l'État fédéral, aurait mis en époquet, entre parenthèses, le monde du Maghreb. Mais il y a là des confusions impossibles. Cheikh Anta Diop était mouride. Je précise que je parle en qualité de directeur de l'Institut Cheikh Anta Diop. J'ai eu l'occasion de voir les griots de la Sainte, mais vraiment des gens qui ont été à la racine des choses. J'ai été moi-même à plusieurs reprises au Sénégal. Cheikh Anta Diop a été mouride de culture, de tradition intellectuelle. Et on ne peut pas se réclamer de ce penseur, de ce savant. C'est pourquoi au sujet des afrocentristes, je voudrais le dire avec gravité ce soir, je crois que c'est faire de l'amalgame que c'est de réclamer de Cheikh Anta Diop pour valider les thèses divisionnistes. Cheikh Anta Diop n'est pas divisionniste. On sait à quel point il était pour la conception continentaliste de la pensée panafricaine. Comme les pères fondateurs, comme Nkrumah, c'est la même chose, qui a intégré toutes les religions du livre et celles prédynastiques, celles du continent africain. Et donc, l'idée séparatiste est de l'idéologie doublée du déviationnisme. Et ce sont des scories qu'il faut écarter lorsque nous parlons de l'État fédéral. L'État fédéral, c'est celui qui fédère sur la base géographique, sur la base du contenu politique et économique et sur la base de ces textes dont nous venons de parler, qui sont la propriété du continent africain. Et c'est à entendre ça une fois pour toutes. Et de ce point de vue, ceux qui continuent de défendre l'idée que ce sont des textes étrangers et que ceux qui pratiquent ces religions seraient aliénés, je n'ai même pas besoin de faire de la dialectique ce soir en leur retournant l'aliénation parce que leurs propos sont parfaitement aliénés. En réalité, il y a un vrai problème, et je vais le dire de manière claire. L'objectif qui est celui des chercheurs et des savants africains, c'est de faire progresser scientifiquement les connaissances de l'Afrique et sur l'Afrique. Et donc cette position est régressive parce qu'elle ne fait pas progresser scientifiquement les connaissances relatives à l'Afrique. À partir de ce moment, elles sont réactionnaires, révisionnistes et méritent d'être réfutées, comme je le fais ce soir, en montrant la fausseté, en les écartant du combat. Et nous devons les combattre avec rigueur au niveau de la démonstration. Je distingue entre combattre la pensée, les idées et la réduction à l'homme. Nous devons les combattre avec la dernière rigueur parce qu'elles procèdent de l'ignorance. Professeur Biogo, une question me vient à l'esprit, même si en réalité c'est une question que j'avais dans le cœur depuis un certain temps. On a déjà échangé à ce sujet, mais je pense qu'il est important
que les auditeurs puissent entendre les mots émanant du savant que vous êtes. Est-ce qu'on ne pourrait pas comparer quelque part ce côté, cette tendance divisionniste qu'a cette microsphère afrocentriste au final, qui n'a malheureusement pour elle, parce qu'elle n'a aucun impact dans les rues en banlieue, à part quand elle se cache au milieu des manifestants et qu'elle essaye d'imprimer son idée, ce qui ne marche pas vraiment. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas comparer cette volonté de diviser à cette démarche qu'avait Mobutu lorsqu'il s'opposait au panafricanisme de Nkrumah, Kwame Nkrumah, de Gamal Abdel Nasser, qui voulait avoir une vision unitaire de l'Afrique, donc du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, là où Mobutu voulait promouvoir un négrisme qui en réalité était financé par la CIA et par Israël. Donc, est-ce que quelque part on n'a pas aujourd'hui encore les mêmes financiers? C'est une question que je vous pose. Vous faites bien de poser cette question dans toute sa radicalité, parce que nous sommes à l'épreuve de la vérité. Je dois dire qu'il y a une pertinence dans la question que vous posez, parce que les afrocentristes sont aussi en quête d'authenticité, à la manière du penseur président de l'authenticité. Ils recherchent l'authenticité, et d'ailleurs c'est cela qu'on appelle le culturalisme, parce qu'il n'intègre aucune contradiction historique, il n'intègre aucune pensée économique, il n'intègre aucune pensée politique, il n'intègre aucune connaissance rigoureuse des institutions de sociologie politique, et ils ont une conception extrêmement métaphysicienne. Ils n'ont pas de conception dynamique de l'histoire. Ils sont en dehors de l'histoire. Ils ont une conception introuvable et fantasmagorique de l'Afrique. Ce n'est pas de l'Afrique que nous parlons qu'ils parlent. Ils rêvent de l'Afrique. Et de ce point de vue, ils définissent l'afrocentricité comme le fait de penser à partir de l'Afrique elle-même. Ils définissent l'afrocentricité comme le fait de concevoir, donc de déterminer de nouveaux concepts à partir de l'Afrique. Or, n'ayant pas une connaissance directe de cette Afrique, ni par l'ancien égyptien, ni par les langues égyptiennes, il y a justement le fait de rêver de l'Afrique plus que de dire l'Afrique. Ils ne disent pas l'Afrique, mais rêvent de l'Afrique et rêvent l'Afrique. Or, l'Afrique dont nous parlons, quand on parle de l'État fédéral, ce n'est pas une Afrique rêvée, idéalisée, mythologisée. L'Afrique dont on parle, c'est le continent qui est sur Terre. Et quand on parle de la Terre, vous voyez, vous me faites penser tout de suite à ta mairie, la terre aimée. C'est de la terre aimée que nous parlons. On dit encore ta néter, la terre sainte. On dit encore ta néterou, la terre des dieux. Et on ne peut pas rêver ça. C'est quelque chose qui est trouvable. Ce n'est pas une Afrique introuvable. Maintenant, quant au deuxième axe de votre question, on peut en effet poser la question de savoir qui finance cette contre-culture, dans la mesure où il y a d'un côté, en effet, la ruse de l'histoire qui a voulu que le même Mobutu, qui s'est trouvé coupable, mais de la chose la plus grave de l'histoire, lorsqu'on enlève quelqu'un qui a une vision messianique, comme Lumumba. Je précise qu'il y a un livre sur la pensée politique de Lumumba, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce livre, qui est préfacé par Jean-Paul Sartre. On trouve aux éditions Présence africaine. Et ce livre-là montre toute la pensée politique de Lumumba. Et ce qui est fou, c'est que effectivement, les deux agents que vous avez cités tout à l'heure aient financé Mobutu, qui est allé dans une conception utopique de l'authenticité, et on en connaît les retournements, vous avez raison, puisque ça s'est retourné en totalitarisation des êtres humains, et c'était lamentable. Ça a complètement soldé la vision qu'il aurait pu imputer à ce grand pays riche parmi les riches. Et donc, le risque, en effet, c'est d'avoir une conception qui restaure
toute la conception la plus intolérante, la plus, on va dire, rêveuse de l'Afrique, en même temps qu'au niveau du financement et de tous les partenaires, nous ne nous retrouvions pas. Parce que ce que nous disons, nous, aujourd'hui, c'est d'abord l'autofinancement. Et si on tend une main, elle doit arriver sur la diaspora pour l'autofinancement. D'où la cet démarche autofinancement est fondamental dans la mesure où, très précisément, l'OUA en est morte, l'UA qui est en train d'agoniser va en mourir jusqu'à 70%, elle est financée par l'extérieur. Et du coup, nous avons à réfléchir sérieusement lorsqu'on aborde ces questions pour qu'on ne les emmène plus avec l'esprit divisionniste qui vient ralentir le combat, tandis qu'aujourd'hui, nous sommes sur la phase, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'aube, Éos, en ancien égyptien. Et là, justement, leur conception de la Renaissance africaine est une conception qui est inféodée dans des mécanismes tout à fait impertinents, au sens où, lorsque nous on parle de la Renaissance africaine, ça signifie quelque chose de précis. C'est la philosophie de cette Renaissance qui passe d'abord par l'axe philosophique, l'axe spirituel, l'axe économique et politique, l'axe scientifique et industriel, l'axe artistique. Et donc, on ne peut pas avoir une conception culturaliste qui ne soit pas dynamique. Et la pensée du djed, le mot djed en égyptien, en ancien égyptien, c'est l'idée du disque solaire qui revient. C'est la pensée du retour. Mais le mot, je vais faire cadeau aux auditeurs parce qu'ils en ont le droit. C'est eux qui doivent porter la conception objective des phénomènes et des choses. Donc, je disais que j'allais faire cadeau à ces personnes-là pour dire que la pensée du djed, c'est la pensée de la Renaissance. Parce qu'ils parlent de ça, mais sans traduire ça avec des termes égyptiens. Donc, c'est D-J-E-D, la pensée du djed, la pensée de la Renaissance. Il y a un autre mot égyptien qui dit cela et qui s'appelle Ouhem Mesut. O-U-H-E-M M-E-S-O-U-T, c'est la Renaissance, Ouhem Mesut. Nous avons des concepts, nous avons des éléments qui disent le principe de la renaissance, non pas d'une naissance qui s'appuie sur une pensée dévoyée, sur des institutions dévoyées, mais sur quelque chose de dynamique qui a la possibilité de se propulser vers le devant. Comme, vous voyez, je pense toujours en science, il y a beaucoup d'étapes lorsque l'être humain a refusé d'être couché, lorsqu'il a refusé de se coucher, lorsque l'homme a opéré ça pour la première fois chez Kémit, dans notre continent, c'est-à-dire refuser la traction terrestre, refuser la pesanteur, c'est Homo erectus, se lever, se dresser, se dominer et marcher les yeux ouverts contre toute pesanteur. Voici la signification de la Renaissance, et non pas des conceptions faibles, amusées et gauchisantes. Nous avons besoin de résister aux contradictions et d'avoir les yeux ouverts en assumant les pertes, les difficultés, les contradictions, les échecs, mais en dépassant tout cela. Et on doit faire comme Homo erectus, qui se tient debout contre la pesanteur et qui marche et qui emmène avec lui la totalité de l'humanité. Car il n'y a pas de racisme là où l'homme est apparu en premier. Il n'y a pas possibilité de racisme, puisque si on lit la science moderne au sens strict, si l'homme est apparu en Afrique noire en premier, cela signifie que par la glaciation et tous les autres phénomènes géographiques, il y a eu la coloration, la variation des couleurs de qui? De ce premier homme, c'est ce qu'on appelle la théorie monogénétique. Il s'agit de nos frères. Il s'agit du même homme. Les Noirs ne connaissent pas la pensée de la division. C'est pourquoi il faut relire la science. Il faut relire les livres, justement, pour ne pas faire les erreurs dont
le futur ne nous pardonnera pas, parce que nous sommes condamnés à marcher comme homo erectus, contre tous les vents, tous les alizés. Nous sommes condamnés à mettre le pied de l'avant, à maintenir l'équilibre. Voilà. Professeur. Merci, professeur, pour ce témoignage vibrant qui, je veux dire, rempli d'émotions, je pense, des milliers d'auditeurs ce soir, en priorité. Moi-même qui ai demandé, qui vous a effectué cette demande, en tout cas, pour que vous puissiez être notre invité. Un dernier mot, s'il vous plaît, professeur, sachant qu'on a largement dépassé le temps. En réalité, je devrais déjà être en train de débattre avec Well de Sciences Po, mais votre témoignage, pour moi, est au-dessus de tout, en ce sens qu'il élève la réflexion de chacun d'entre nous, il élève le raisonnement, il nous illumine et il nous pousse à nous replonger dans nos fondements pour essayer d'y voir s'il y a de la solidité ou au contraire de la fragilité, de la fébrilité. Un dernier mot, professeur, s'il vous plaît, pour les auditeurs. Alors, sur le dernier mot, je dirais que, au sujet de cette émission, elle est tenue par quelqu'un qui a lui-même une mission. Je vais répéter la mission, la conception programmatique du nom que vous portez. Lorsqu'on dit Seba, c'est enseigner, c'est la sagesse, c'est aussi l'étoile, mais c'est aussi soigner. Et donc quand on dit Kémi Seba, c'est le pèlerin de l'enseignement au niveau de cette grande communauté qui s'éveille. Car après le réveil chinois, l'autre réveil, ce sera le réveil du continent africain. Et je pense que cette conception programmatique de votre appellation a du sens. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, je vous le redis ce soir sur l'antenne, j'ai accepté de vous prendre comme disciple de l'enseignement philosophique fondamental pour remettre entre vos mains les héritages, comme le professeur Cheranta Diop m'a laissé. C'est vrai qu'on connaît beaucoup notre aîné Théophile Obenga, mais moi, je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis celui qui veille et celui qui garde de manière originaire les acquis. Et j'aimerais que vous marchiez dans cette direction pour la postérité. Merci infiniment, professeur, pour ces mots. C'est parce que je n'aime pas montrer trop d'émotions à l'antenne que je ne m'attarderai pas dessus, mais je pense que voilà, c'est un message pour tout le monde et je tenterai de faire tout ce qui est en mon possible pour me montrer digne de cette formation qu'on a déjà débutée, cette formation en philosophie. Et l'autodidacte que j'étais et que je suis toujours, mais sauf que désormais je suis sous la... Vous ne serez plus autodidacte, encore que ce mot est de la fierté. Les autodidactes gardent ce que les institutions ne phagocytent pas. Et il y avait une noblesse dans la conception de l'autodidacte. Mais vous serez, vous, le docteur. Et c'est pourquoi je vous ai nommé, en ma qualité de président du MAP, du mouvement d'action panafricain, je vous ai nommé mon porte-parole sur tout le continent africain pour que le discours que nous avons maintenant soit un discours dynamique et de développement et pour que le nouveau message de l'avenir soit non plus, comme l'invité le disait tout à l'heure, non plus la critique stérile de l'Occident, la critique stérile de nos institutions, mais canaliser la critique sur la notion de norme. La norme est unique. Si il y a des accords avec l'Afrique, tenons-nous-en aux normes, aussi bien les Africains que ceux qui viennent, qui sont nos partenaires. La nouvelle Afrique, le nouveau panafricanisme, c'est l'âge normatif. Et comme vous le savez, ça sera mon dernier mot. 2012, tous les savants l'annoncent, c'est l'âge des verseaux, c'est l'âge du continent africain, ils appellent ça l'âge noir. Alors ne dormons plus, levons-nous comme Homo erectus et affrontons les alizés pour enseigner la grande civilisation que nous portons à l'humanité, qui ne connaît pas cela, parce que l'humanité a produit la civilisation pour l'instant de la domination, la civilisation de la violence. Mais nous sommes porteurs d'une civilisation, nous devons la donner au monde pour qu'il y ait véritablement notre contribution comme on l'a fait il y a 5000 ans. Merci.
Très bien. Bien. Entendez-vous? Voilà, là on vous entend mieux a priori. Parfaitement. Je disais donc qu'il était important de relever que la philosophie est née avec les Éthiopiens. C'est en Éthiopie ancienne, ce que l'on appelle la Nubie. C'est là que la philosophie est née sous la forme éthique, c'est-à-dire de morale individuelle. Ensuite, l'Égypte a pris le relais en inventant la géométrie, en repensant la totalité de ce qui est à l'aune de la pensée philosophique. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et seulement après, les Grecs qui sont venus en Égypte ont été les élèves des prêtres et ont ramené pour la première fois cet enseignement en Grèce, notamment à Milet. Je vais donner quelques exemples de noms de personnes qui ont été en Égypte, les premiers penseurs grecs. Je pense à Thalès le Milésien, Thalès de Milet. Alors Thalès, nous le connaissons très mal parce qu'il n'a pas vraiment laissé de texte. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a écrit des éléments qui sont en déperdition. On lui prête un traité de nautique. En réalité, nous avons très peu de choses de ce penseur. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été ingénieur. On lui prête aussi la découverte d'un certain nombre de choses, notamment l'aimant. On lui prête d'avoir le premier annoncé l'éclipse de 585. Et Aristote prétend qu'il a été, lui, le premier des philosophes parce qu'il aurait expliqué la totalité de ce qui est à partir de l'eau, donc une première explication scientifique. En réalité, Thalès de Milet a été en Égypte et je vous donne rapidement 8 personnes qui attestent de cela. Et je fais exprès de ne pas donner les sources hiéroglyphiques dans la mesure où ce sont les Grecs eux-mêmes qui attestent justement de la présence kémite de Thalès de Milet. Alors il y a d'abord Hérodote, considéré comme le père de l'histoire en Occident, Diogène Laërce, premier historien de la philosophie occidentale, Aetius, Plutarque, Flaccus, donc Proclus, Flavius Joseph, Simplicius, Platon. Donc 8 classiques qui pensent, qui établissent de manière formelle que Thalès de Milet a été apprendre en Égypte. Or, Thalès est donné comme le premier des philosophes. Il fait partie de ce qu'on appelle les 7 sages, que l'on connaît bien, donc Anacarsis, Bias, Chilon, Cléobule, Pythagore, Solon et Thalès. Il y a donc 7 sages et parmi les 7 sages, il est crédité d'être le premier des sages. Or, notre sage a été enseigné à la mamelle de l'Égypte. Je disais tout à l'heure qu'on lui prêtait l'éclipse de mai 585. On dit même qu'il aurait reconnu les orbites obliques. En réalité, les Égyptiens sont les premiers à avoir reconnu les orbites obliques, la petite ours et toutes les propriétés de l'aimant. Donc voilà le premier à avoir été en Égypte au titre des Grecs, en réalité apprendre. Ensuite, Pythagore de Samos, qui a passé 22 ans en Égypte. On sait qu'il a été recommandé par le tyran Polycrate au roi Amasis. Pythagore, en dépit de cette recommandation, n'a pas été agréé tout de suite par les prêtres. Les prêtres sont gens très prudentes et qui n'acceptent pas tout le monde dans les aditas. Les aditas sont les lieux profonds et secrets de connaissance. On sait qu'il est allé dans un premier temps à Thèbes, et de Thèbes, les prêtres ont estimé ne pas pouvoir le recevoir. Ensuite à Memphis, ensuite il est allé avec persévérance jusqu'à Héliopolis.
à cause de cette persévérance, on va finir par l'accepter. Et il passera 22 ans à apprendre dans les sanctuaires d'Égypte. Alors, lui aussi, il nous dit que tout est nombre. Il nous dit qu'il y a une corrélation entre nombre et musique. En réalité, chez les prêtres, on sait qu'il y avait des philosophes qui avaient déjà pensé cette question-là. Et pour ceux qui ont commencé à me lire, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Origine égyptienne de la philosophie » où je mentionne 6 catégories de prêtres et je spécifie les inventions de ces prêtres, lesquels précisément ont déterminé la théorie du nombre que nous attribuons souvent à Pythagore sans même faire attention à l'antériorité égyptienne de cette théorie. Donc, nous avons une catégorie de prêtres qu'on appelle les prophètes. C'était les plus élevés des prêtres et c'était les plus savants de toute l'Égypte. Et c'est eux qui déjà avaient commencé à penser la notion de nombre. N'oublions pas que la géométrie naît en Égypte et que à la faveur justement du risque qu'il y avait au niveau des crues du Nil, les prêtres avaient pensé la possibilité de surmonter ces crues et c'est de la sorte qu'ils ont inventé la géométrie. Précisément, les prêtres sont les pères du nombre. Mais on sait aussi qu'au titre de ces prêtres, il y a les philosophes aveugles, les fameux philosophes aveugles qui étaient des musiciens et qui précisément avaient pensé la corrélation entre la musique et la mathématique. C'est donc précisé qu'il y a énormément de choses, et Djeranta Diop le dit très bien dans Civilisation ou Barbarie, qu'il y a que beaucoup de Grecs les Grecs n'ont pas cité leur maître et se sont appropriés les sciences qui souvent étaient celles de leur maître. Je peux très rapidement citer aussi un penseur comme Solon, penseur de la loi. Là aussi, il a été formé en Grèce. On peut en dire autant, je vais citer 7 noms ce soir, simplement, rapidement. Hippocrate, alors pas le mathématicien qui est né à Chio, qui est l'auteur d'un traité des airs, mais le médecin. Là aussi, on sait très peu de choses sur la médecine égyptienne. Non seulement il y a les premiers travaux sur l'étude du cœur, donc les travaux de cardiologie, les travaux sur les os, il y a vraiment une avancée de la médecine en Égypte et il y a des papyrus même qui sont consacrés à cette question-là. Il y a une bibliographie colossale sur la question. Je pourrais instruire pendant des semaines entières sur la question. Puis il y a bien sûr Hérodote, beaucoup plus connu dans la mesure où dans son œuvre il consacre un livre entier à son séjour égyptien. Donc là il n'y a point d'interrogation. La même chose pour Homère, Démocrite d'Abdère, Platon lui-même, dont on connaît la théorie des idées, sans même que Platon ait précisé que l'idée, ce qu'il appelle idéa en grec, provient justement de l'atone. Donc c'est l'atone qui est le ciel des idées de Platon. C'est la constellation stellaire que l'on trouve chez les Égyptiens. Il n'est pas possible de lire d'ailleurs Platon sans revenir à cette théorie constellatoire à la fois astronomique et géométrique.
Donc le fils d'Ariston, son véritable nom, même certains philosophes ne le connaissent pas, Platon, son nom, je vous le donne ce soir, chers auditeurs, parce que vous devez connaître ces choses-là, c'est Aristiclès. Aristiclès, c'est le prénom, n'est-ce pas? Quand on l'appelle Platon, en fait, c'est son surnom. C'est le fils d'Ariston, et il avait pour mère Périctionée. Donc, c'est vraiment un produit de la pensée égyptienne, et même à son sujet, on peut parler de plagiat, puisqu'il est connu pour avoir été l'inventeur de la géométrie, lorsqu'on sait que cette géométrie est née précisément en Égypte. On peut donc aussi citer Eudoxe de Cnide, d'ailleurs, qui était mathématicien et qui était avec Platon quand il était dans ce fameux voyage recommandé par les pères. On peut donc, pour aller vite, dire qu'en réalité, la philosophie, même dans sa déclinaison laïque grecque, c'est-à-dire un discours qui est prononcé par les amis de la vérité, Philain, Sophos, Sophon, donc les amis de la vérité. Cette définition qui laïcise la vérité, qui laïcise l'enseignement de la philosophie, est en effet la particularité grecque. Mais au commencement, la philosophie est un discours élevé, pensé sous l'angle cosmique, d'où l'importance de la notion de Mahat. Alors cette notion de Mahat, plus souvent on la pense sous l'angle éthique et moral, alors que la Mahat est d'abord une notion d'essence cosmologique et mathématique. C'est la mesure géométrique, c'est l'harmonie mathématique des ensembles et qui seulement par la suite doit se refléter au niveau de la cité. C'est à ce niveau que ça devient éthique et politique. Mais au commencement, au niveau du cosmos, c'est une notion cosmologique parce que Mahat, c'est un peu comme on dirait regulae, c'est la régularité. C'est vraiment la régularité mathématique et géométrique qui se reflète au niveau du cosmos, qui doit se refléter au niveau de la cité avec la droiture, avec la justesse, et qui par la suite doit se refléter dans la douat, dans l'au-delà, si on préfère. D'ailleurs, je précise que ce mot douat, au-delà, a donné doua, prier, adorer. Et doua aussi est régentée, la douat est aussi régentée par Mahat, parce que dans la douat, il y a le principe selon lequel doivent y vivre les justes de voix. Alors, être juste de voix, c'est à la fois la voix que nous portons au sens musical du terme, mais aussi au sens du chemin. Donc, l'être humain qui sort de la cité du monde est toujours déjà régulé par la Mahat. Et on dit Nefer Ouré, c'est le juste de voix. Donc, l'homme, en tant que projection stellaire, lorsqu'il est idée, lorsqu'il est stellaire, lorsqu'il est ensemble de constellations, d'abord régenté par Mahat. Quand il est dans la cité, il est projection de la droiture dans l'institution. Et lorsqu'il redevient stellaire, lorsqu'il redevient étoile, et lorsqu'il va entrer dans le soleil noir de la Douat, dans le soleil de la régénération, de la rejuvénation, il redevient lui-même sujet de la Mahat. Voilà pourquoi c'est le concept fondamental de l'Égypte. Et ce concept est celui qui articule la pensée philosophique, d'où penser, c'est s'accommoder de l'équilibre de la raison mahatique, c'est se tenir à distance de son actualisation, d'où en Égypte,
le rapport très fort entre la pratique et la théorie. C'est d'ailleurs pour cela que c'est une erreur monumentale de dire que la science n'est pas née en Égypte parce qu'elle est pratique, mais pas suffisamment théorique. Et parfois ils disent qu'elle est théorique, mais pas suffisamment pratique. En réalité, il y a en Égypte des textes théoriques et il y a l'exigence de l'applicabilité de la théorie. C'est pourquoi la théorie n'a pas été perceptible. Il a fallu attendre 1820, 21, 22 avec Champollion qui redéchiffre les hiéroglyphes pour que l'on découvrit véritablement l'importance des textes hiéroglyphiques en matière de science. En réalité, quand on parle de science, il y a à la fois l'axiome et il y a son application. L'Égypte est exigeante, c'est pour ça qu'elle fait des pyramides, c'est pour ça qu'elle allie géométrie et édification architecturale. Il n'y a point de science pour la science, il y a science pour l'édification géométrique de ces données. Et c'est pourquoi l'Égypte a été la grande inventrice de la pierre, parce que la pierre a été modélée sous l'angle mathématique. Donc, pour premier élément, à l'occasion de cette journée mondiale de la philosophie, c'est quand même de rappeler que cela qu'on appelle la philosophie était pensé, d'ailleurs avec la notion de SIA, compréhension, SIA, compréhension, pensée, méditation, c'était dans les sanctuaires que les prêtres méditaient, pensaient et enseignaient la philosophie. C'était donc une philosophie élevée, supérieure, tenue par les prêtres eux-mêmes, qui étaient des prêtres astronomes, qui étaient des prêtres à la fois versés dans les sciences et dans la méditation. J'ai donné tout à l'heure le mot douat, qu'on retrouve d'ailleurs dans le mot, l'idée du mot séba. Ah, vous voyez, ça vous retombe puisque vous portez cette affaire. Donc, quand on dit séba, c'est à la fois l'étoile, mais en même temps la sagesse, en même temps le fait de guérir, de soigner, en même temps le souci que tout ce qui existe porte l'empreinte de la luminosité, de l'atome, de la luminosité stellaire, et tout repart encore en étoile. D'où cette conception astronomique de l'Égypte, tout est étoile, tout est luminosité. Et donc, les penseurs, les véritables penseurs, les premiers penseurs, on va dire les pères fondateurs de la philosophie, de la SIA, parce que je vais prononcer cette fois la notion de SIA, c'était les Égyptiens eux-mêmes à l'intérieur des temples. Alors, quel type de philosophie ont-ils mis en place? Je vais répondre à cela en 5 points très courts. 1, il y a eu l'école thébaine, c'est la première école de pensée philosophique du monde. Alors, un mot bref de Champollion, voilà ce qu'il dit au sujet de Thèbes. C'est le plus grand mot qui existe dans aucune autre langue. Ça résume tout, ce n'est pas seulement le our égyptien qu'on trouve dans ce Thèbes-là, mais c'est la grandeur au niveau de la pensée. Alors, cette pensée était une pensée des mystères, non pas au sens théologique ou incalculable, mais au sens de ce qu'on peut appeler véritablement le miracle, c'est-à-dire la capacité que la pensée a à se penser ex nihilo à partir de rien. Et la pensée des mystères, du mot égyptien Shé, c'est Sheta. Donc la pensée des mystères est inventée par l'école de Thèbes. Ensuite, il y a l'école Menfite. Alors l'école Menfite est importante parce qu'elle déploie la première grande pensée ontologique. On a dit et redit qu'en Occident, la véritable ontologie a été dégagée par Martin Heidegger avec Sonnenschein et Trétan. En réalité, on l'a dit sans être allé voir
le fameux document philosophique Menfit qui avait été recueilli par Shabaka. Mais ce texte, je le dis à ceux qui ont commencé à apprendre la philosophie, je le dis à ceux qui en Occident, en Orient et ailleurs s'intéressent à la philosophie, ce texte est l'avenir de la philosophie. Parce que c'est la première fois qu'on a les questions ontologiques. Qui suis-je, où je viens, où je vais? Ces questions sont formulées de manière dense à l'intérieur de ce texte. Et on a les deux grands maîtres de l'école Memphis, donc Kenoufis et Parménès. Alors Kenoufis et Parménès sont les fameux maîtres qui étaient des prophètes, au sens du philosophe le plus élevé. On peut y voir la notion de prophétie parce que le philosophe pensant, étant l'ami de la mahat, c'est-à-dire de la mesure et de l'intelligibilité dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il voit, dans tout ce qu'il lit, il y a une dimension de prédictibilité, comme on dit en physique et en mathématiques. C'est-à-dire qu'il arrive effectivement la dimension de la prédiction. Et ce niveau de philosophe, on l'appelait les prophètes. Alors, on trouve déjà cela dans l'école Menfite. Il y a aussi en Troie l'école héliopolitaine. Alors, je peux vous citer quelques grands prêtres, mais aussi des prophètes dans cette tradition. On trouve Ouanoufis, Seknoufis et Xénomès. Alors, Xénopis a été vraiment un grand penseur. Ce sont des gens qui ont éclairé l'école héliopolitaine. Héliopolis, comme on sait, est l'appellation parfaitement grecque. J'ai voulu garder les appellations grecques ce soir pour montrer que même sans qu'on réfère aux sources hiéroglyphiques, les Grecs eux-mêmes attestent de l'antériorité de la philosophie chez Kémita. Or, précisément ici, ce sont les Grecs qui attestent de la supériorité de la pensée égyptienne. Je ne veux pas vous embarrasser de ça ce soir, sinon on peut passer une soirée à citer les penseurs grecs eux-mêmes qui ont mot pour mot témoigné de la supériorité de la pensée égyptienne sur celle des disciples. Il y a l'école, bien sûr, amarnienne, qui pour moi a une touche particulière. Et je n'ai jamais compris d'ailleurs tout le procès qu'on fait à l'Amarna, à l'école akhénatonienne. Je vais dire deux mots là-dessus pour réduire les équivoques. Akhenaton, c'est la lumière éternelle, c'est la luminosité divine qu'il y a en chaque être humain. Aton, c'est la luminosité parfaite, non représentable, mais absolue qu'il y a en Dieu lui-même. Donc, Akhenaton, c'est celui qui porte cette lumière en lui et qui en est le messager. C'est pourquoi il est aussi prophète au sens le plus élevé du terme. Et son texte, son fameux texte, l'Hymne à Aton, révèle pour la première fois, là encore, certaines personnes disent oui, mais l'Égypte n'a pas créé le monothéisme, ou alors certains égyptologues disent que le monothéisme était connu avant Akhenaton. On peut... Allô, professeur, on a atteint le gong, mais on va vous laisser quand même continuer votre assertion. On a atteint le gong. Continuez votre assertion, parce que là on était sur des propos extrêmement importants, et c'est très très important pour tout le monde que vos propos puissent être conclus, puissent être terminés. Je n'ai pas pu intervenir malheureusement parce qu'on a des problèmes techniques, donc j'ai pas pu intervenir pour vous poser les questions que je voulais vous poser, mais en même temps c'était une grande joie pour nous tous de vous écouter. J'espère que tout le monde vous a bien entendu. Est-ce que vous pouvez terminer, synthétiser et conclure, s'il vous plaît, professeur? Malheureusement, on n'a pas beaucoup plus de temps.
on le prendra plus la prochaine fois. Est-ce que vous pouvez conclure, parce que là vous étiez en train de dire quelque chose d'extrêmement important, professeur. Oui, je parlais donc d'Akhenaton et je disais que une espèce de quiproquo veut que ce soit le pharaon qui aurait créé la déperdition de l'Égypte, et je voulais préciser qu'il s'agit de quelqu'un de tout à fait exceptionnel, non seulement par le fait qu'il est pharaon dès son adolescence, mais encore parce qu'il perçoit très vite la nécessité qu'il y a de repenser la totalité de ce qui existe à partir de l'être absolu, de l'être suprême. On connaît sa réforme puisqu'il balaie d'un revers de main tout ce qui est idolâtrie, il balaie d'un revers de la main tout ce qui est tendance à éliminer la doxa, le peuple, et il ramène la connaissance entre les mains du plus grand nombre. Il met en place la véritable révolution, c'est qu'il quitte Thèbes, il quitte Abydos et il s'en va dans la nouvelle capitale qu'il crée à Khétaton, et on sait qu'il a pour adversaire les Ammoniens. Donc Ammon, c'est le cachet, c'est cela qui est secret, mais c'est encore l'absoluité divine dans sa face secrète. Et c'est un contresens malheureux de vouloir opposer Ammon et Aton. En réalité, il s'agit, dans la dialectique que l'on trouve en Égypte, de deux faces pour la même entité. Car en Égypte, il y a trois choses, il faut le savoir. Il n'y a pas de principe sans le féminin, il n'y a pas de principe sans son contraire, il n'y a pas de principe sans sa doublure. Et donc, quand on parle de Iman, très précisément, et il y a aussi l'Aton. L'Aton, c'est la luminosité de la divinité, mais cette même divinité dans la Douat prend la couleur, justement, de Iman. Donc là, c'est la couleur secrète, la couleur sombre. Donc il n'y a pas d'opposition dans l'esprit d'Akhenaton, mais une percée, parce qu'il ajoute la non-représentativité qui est le canon de toutes les religions du livre. C'est la non-représentativité de Dieu. Lorsque justement les rayons solaires tombent sur lui, sur sa pensée, sur sa contemplation, ce qui est divin, on le contemple, et ce qui est divin, on ne le représente pas. Il y a que c'est la première fois dans l'histoire de la connaissance que la non-représentativité est posée comme canon à propos de l'être divin. Et là, on peut sourire au sujet de Hegel, qui voyait l'Afrique comme terre ne connaissant ni le concept, ne connaissant ni le mouvement, ne connaissant ni l'idée de Dieu, ni l'idée de l'État. Non seulement il a lu Karl Rütter, qui était le géographe à partir duquel il pensait l'Afrique, il n'a pas pu comprendre que le mouvement du continent africain était un mouvement fondé sur l'absoluité divine. Et on peut demander aux Hegeliens de recommencer à penser, d'autant plus que il y a une contradiction au sein de Hegel qui dit que tout est mouvement et que le mouvement est constitutif de la pensée. Il a trouvé le moyen de penser l'Afrique hors du mouvement. Je vais donc conclure, puisque vous me dites que le gong est là, pour dire que les Éthiopiens anciens ont les premiers donné les premiers textes de morale et d'éthique. Aujourd'hui, à ce jour, il est important, au niveau des manuels de philosophie, de dire que l'origine, et là aussi il faut faire la distinction entre l'origine et le commencement. Le commencement, c'est en Égypte, mais l'origine, c'est en Éthiopie, et le recommencement, c'est en Grèce. C'est pour cela que lorsqu'on fête la journée mondiale de la philosophie, nous sommes obligés de rapatrier l'événement
et de le ramener au berceau du Nil, là où la signification elle-même de la philosophie a vu le jour, parce que philosopher et Égypte, philosopher et Afrique sont une seule et même chose. Et je termine par ce souvenir que l'on trouve dans le livre des morts. En fait, ce n'est pas la bonne appellation. C'est le livre de la sortie à la lumière. En égyptien ancien, Raou, Naou, Per, Tem, Aou. En fait, le livre de la sortie à la lumière montre que l'Afrique, depuis le commencement, a un rapport à la lumière qui n'est pas seulement physique, qui n'est pas seulement chimique, mais qui est un rapport de réflexivité permanente. C'est pour cela que la pensée de la lumière doit revenir en grande actualité, parce que la physique moderne qui pense le chaos, la physique moderne ne peut penser le chaos correctement sans revenir à la pensée du chaos des pères. La philosophie qui est réflexivité intelligible sur tout ce qui est ne peut se repenser sans revenir à l'Égypte, parce que l'Égypte est au commencement lorsque l'Éthiopie est aux origines. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment, professeur. Merci infiniment pour ce cours, parce que c'était un cours, c'était un enseignement, c'était une leçon. Je ne voulais pas vous couper, je ne me le serais pas permis, même si on a dépassé un petit peu le temps qui nous était imparti. Je n'ai pas pu poser les questions que je voulais. Comme je vous dis, il y a des problèmes apparemment techniques, quelques petits problèmes techniques que nous réglons actuellement, mais ce fut vraiment un enseignement sapient, un enseignement profond, et que je m'engage à continuer avec vous à l'antenne la semaine prochaine pour que le plus de personnes possibles puissent bénéficier de votre savoir et de votre sagesse, professeur. Merci infiniment. Merci infiniment. C'est moi.